apprécié. Bon, pas le vêtement avec quand même ce décor moyenâgeux un peu derrière lui aussi. Donc le contraste est assez intéressant. Alors, à l'époque, il vit depuis une dizaine d'années avec une comédienne, cantatrice française, Georgette Leblanc, dont il sera beaucoup question dans l'exposition qu'on vous verra cet après-midi. Un petit peu plus, qui était cette Georgette et sa relation particulière avec... Le côté moderne, finalement, apparaît peut-être plus dans l'opéra de Debussy, qui ouvre la porte de l'opéra contemporain, et qu'on met souvent en scène, enfin je l'ai vu déjà en scène, en costume, disons, 19e, en costume 20e, donc dans des intérieurs bourgeois. Oui. Hein, ça correspond peut-être plus à l'esprit, mais qui n'apparaît pas du tout immédiatement à la lecture. Tu peux peut-être leur parler un peu aussi de l'évolution, enfin de ce que Péléas représente dans l'idée que Maeterlinck se fait du théâtre et un peu l'évolution qu'il y a dans ces pièces par rapport à la dramaturgie, ce que ça implique au niveau des représentations, justement par rapport à l'évolution qui en est faite après dans l'opéra de Debussy. Quelle est finalement l'image que Maeterlinck veut donner du théâtre, ou en tout cas ce qu'il veut faire avec le théâtre? Parce que c'est aussi une grande révolution finalement de l'époque au niveau du théâtre. Oui, il veut agir sur les spectateurs. Je ne dis pas tellement par le sens immédiat des paroles échangées, des situations, parce qu'elles suggèrent au-delà d'inconnu. Et c'est ça qui a intéressé Debussy aussi. Un opéra, pour une fois, non verbeux, parce que les livrets d'opéra à l'époque étaient trop explicites à son goût. Un type d'opéra qui laisse plus de place aussi, un type de livret qui laisse plus de place au silence et donc à la musique. Ça c'est l'esprit symboliste, bon, côté serre chaude, le côté le vague, le flou, hein, rien dans l'air qui pèse ou qui pose, un peu Verlaine, Mallarmé, on est dans cette mouvance du non-dit, quoi, hein, ce qui compte, c'est ce qui est caché derrière. Et je pense même, je ne sais plus si c'est dans l'opéra ou dans la pièce, qu'il y avait un voile de gaz devant, dans une des premières représentations, hein, qui mettait c'est au théâtre de l'œuvre, oui. Un flou. Ces voiles de gaz, on les utilisait pour les tableaux vivants. Et le théâtre de l'œuvre, qui est un théâtre d'avant-garde animé par Lumière Pau à Paris, pratiquait les tableaux vivants. C'est la reconstitution d'un tableau connu par des acteurs qui adoptent l'immobilité sous un éclairage précis pendant 5 minutes et derrière un voile de gaz. Alors le voile de gaz dans Péléas n'a pas été utilisé tout de suite. On a l'impression que certaines fois que ça a été utilisé tout de suite, mais c'est seulement quand Lumière-Pau est parti avec sa production de Péléas à Londres qu'il a utilisé pour la première fois un voile de gaz teinté. Il l'utilisait dans d'autres pièces, oubliées comme La Gardienne, de Régnier. Et puis peu à peu c'est devenu une image de marque du théâtre symboliste. Et, par exemple quand on a repris la pièce à Berlin, un fameux metteur en scène de l'époque, Reinhardt, qui a adopté le voile de gaz en l'image plus réelle et plus floue, comparable à un tableau, une figure de cire. Est-ce qu'il y a des éléments dans la pièce, quand vous l'avez lu, enfin je suppose qu'il y en a plus d'un, mais que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a des choses éventuellement, des allusions, des analogies, des références que vous n'auriez pas comprises et à propos desquelles vous aimeriez, si vous tentez qu'on puisse vous donner une explication? Est-ce qu'il y a des choses qui vous échappent? Ils ont lieu en fin novembre, parce qu'après il y a eu les examens, puis les vacances, ici on est à la rentrée et je voulais venir maintenant pour profiter de l'exposition. Oui. Donc dites-moi un peu s'il y a des choses... Peut-être la raison exacte pour laquelle il pourrait ensemble
Il pleuvait souvent. Péléas et Lisande font ensemble. Oui. Que j'ai pas trop. Oui, c'est Péléas, il a pleuré, c'est vrai, c'est Radio, il garde en fréquent. fait une bougie en face d'eux. Et puis, Ah oui, oui. C'est une sorte de tableau, justement. Tableau vivant. C'est une scène qu'on ne voit pas, mais qui est aperçue. C'est raconté par le petit Ignol couché sur les épaules de son Ah père. oui, oui, oui. Oui, oui. Et donc, oui, pourquoi les pleurs Pourquoi les fréquents pleurs? Est-ce que tu as une... de Péléas à plusieurs Parce qu'il se passe moments? quelque chose entre eux, qui ne peut pas être passé par les mots, il faut bien que ça passe par quelque chose. Par les larmes. Eux, ils pourraient rigoler, mais ce ne serait pas le même sens. Mhm. Donc c'est l'expression d'une émotion Intense, oui. intense et sur lesquelles on ne peut pas mettre des mots. En fait. Oui. Mais C'est l'intéressant, c'est le caractère détourné de cette scène. Que c'est l'autre Qui n'est pas- qui l'observe, qui n'est c'est pas ça. Ce n'est pas supposé comme direct. oui. Oui. Elle est racontée par le petit Ignol à Golo. Et ça, évidemment, c'est le type de scène éminemment suggestive qui fait fonctionner l'imagination du lecteur ou du spectateur, surtout, chose que Maeterlinck recherche au théâtre, par-dessus tout. Et on retrouve ça dans la petite pièce intérieure où la scène est divisée en plusieurs zones. Au premier plan, il y a des personnages qui commentent ce qui se passe au second plan, dans une maison, dont on aperçoit les habitants à travers une fenêtre qui rappelle un peu le rideau de gaz du théâtre. Ce sont des vers légèrement dépolis. Oui, donc vous voyez, c'est en quelque sorte cette manière cette conception du théâtre pour Maeterlinck où les choses ne sont pas dites directement mais doivent être suggérées en quelque sorte, peuvent passer dans la mise en scène ou dans la dramaturgie, dans l'écriture elle-même, par une médiation, c'est-à-dire c'est Ignolde qui raconte ce qu'il est en train de voir, ou bien alors par effectivement, c'est tout le côté de quelque chose qui est indirect, vous voyez. C'est-à-dire que Maeterlinck, c'est ça qui l'intéresse, c'est-à-dire que lui ne présente pas les faits ou les actions ou les sentiments de ses personnages directement, mais il veut susciter chez le spectateur ou chez le lecteur des réactions ou des interprétations qui peuvent être multiples d'ailleurs, mais en tout cas qui ne sont pas données d'avance, vous comprenez? Donc ça passe, et ça, la manière d'obtenir ce résultat passe notamment par la médiation, c'est-à-dire qu'on ne présente pas directement mais indirectement les choses, et ça permet justement toute cette force de suggestion, parce qu'une des forces du théâtre de Maeterlinck et une des grandes révolutions du théâtre symboliste, c'est justement la suggestion et l'analogie, c'est-à-dire qu'on a la présence d'un certain nombre de symboles ou de signes qui veulent dire des choses, qui par analogie fonctionnent. Alors bon, effectivement, le fait de placer des voiles comme ça de gaz, ça permet de donner cette ambiance, mais c'est aussi l'idée qu'il y ait une forme de distance et une forme de flou. Justement, le flou, c'est la définition, et c'est aussi le fait de ne pas donner des choses directement. Donc tout ça participe de la même chose. Et c'est pour faire travailler le spectateur. Voilà, c'est ça, pour susciter finalement, pour que ce spectateur ne soit plus uniquement spectateur, au sens qu'il observe simplement, mais cette observation va susciter chez lui un certain nombre d'interprétations, voire de participation à la pièce. Il réécrit en quelque sorte, le lecteur ou le spectateur réécrit et interprète à sa manière ce que Maeterlinck veut nous dire. Le reboutage sur l'interprétation nous-mêmes aussi. On n'a pas forcément compris de la même façon, comme Maeterlinck vient d'expliquer, peut-être qu'on n'a pas compris sa façon à lui, comme on le voyait. Oui. Donc là, je fais un travail que Maeterlinck n'aurait pas aimé. Voilà. Et il gardait ses carnets pour lui. Mais c'est vrai que chaque lecteur peut voir, ou spectateur, je me disais aussi, 1891-92, et en 1895, le cinéma naît. Et bon, il y a quelque chose de presque pré-cinématographique. C'était une construction presque plus par plan, par séquence,
avec des plans qui n'ont pas apparemment de rapport forcément, pouf, 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 et pas le fil conducteur, disons, classique. Par exemple, au début, bon, la première scène du portier et du seuil, elle est incompréhensible, mais d'une certaine façon, c'est du déjà joué, c'est du déjà vécu, c'est la fin et la mort qui est déjà annoncée là, donc on a une espèce de, on pourrait dire, flashback, disons, la scène est construite en... Et aussi parce que l'état amoureux pour Maeterlinck, ce qu'il appelle l'amour prédestiné, c'est un état qui nous met en communication avec une sorte de présent éternel. On sort un peu de l'histoire par l'amour. Est-ce que Maeterlinck s'est intéressé par la suite, puisqu'il a vécu jusqu'au milieu du XXe siècle, au cinéma? Il est mort en 62. Hein, oui, donc... Donc c'est surtout Georgette Leblanc qui s'intéressait aussi. D'accord. Sa compagne, enfin sa femme. Ils se mariaient? Non, ils n'ont pas pu se marier parce qu'elle était mariée. De toute façon, ils se jugeaient au-dessus des lois. Mais enfin, même s'ils avaient voulu se marier, ils n'auraient pas pu parce que pour échapper à sa famille normande, Georgette Leblanc avait épousé le premier espagnol venu. Et, en Espagne, il n'y a pas de divorce. Ils n'ont jamais pu se séparer. Son premier mari. Et Maeterlinck en a profité après 20 ans pour rompre avec elle. Peut-être difficile. Il a rompu brutalement avec elle. De lui, il n'a pas partagé avec elle le bénéfice de cette pièce qu'elle a beaucoup fait pour la faire connaître, et il s'est mis avec une jeune actrice qui justement avait été choisie par Georgette Leblanc pour jouer dans l'Oiseau bleu. Et par ce biais, elle est entrée rien de bien neuf dans le finalement, ménage, vous voyez que... ça arrive, oui, ça arrive toujours.